Bienvenue à vous tous pour le journal des JO de Milano Cortina 2026. Très heureux de vous retrouver tous les soirs en direct, en télévision, sur vos tablettes et vos smartphones pour ce journal des JO. Et comme tous les soirs, on va accueillir dans quelques instants notre consultant justement de ces JO. Il va tout nous dire, il va également aussi analyser les résultats et également aussi commenter. Vous pouvez aussi participer à cette émission en nous laissant un commentaire sur nos pages Facebook, également de YouTube et de Twitch. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. On est donc très ravis justement de vous retrouver comme tous les soirs. Et justement, et oui, on va retrouver Marc Garcia. Bonsoir Marc. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Bienvenue Marc dans ce journal des JO. Et oui, tous les soirs, on retrouve Marc en ce moment. On l'a mis au travail du lundi au vendredi non-stop. Et tous les soirs, on fait une page des JO. On décrypte justement aussi les résultats. Vous pouvez également aussi participer à l'émission en posant vos questions. Et puis, on a de temps en temps aussi des reportages de Marc. Vous m'avez mis la pression, hein, Johan. Avec les frères de Paris, vous m'avez mis la pression. Hein. Ouais, voilà, on s'est dit on va faire les choses bien. Alors, Marc, ce soir, justement, on va avant quand même parler des résultats de la journée avec deux belles médailles qui ont été obtenues. Oui, deux belles médailles, notamment, encore une fois, sur la partie nordique. Donc, on commence déjà par la médaille d'argent avec Mathis Deloge. Oui. Qui fait... alors, c'est bien lui, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Une magnifique deuxième place sur 10 km. Derrière Jonas Klebe, une épreuve très compliquée, très technique, très épuisante physiquement, j'ai pu comprendre, enfin, tu vois, j'ai pu le voir. En tout cas, lui, il est pas loin, il est à 4 secondes seulement du grand champion olympique, donc il s'en rapproche. Ça, c'est le côté super sympa. Et puis, un très beau résultat d'ensemble de l'équipe de France. Puisque Hugo finit 8e, vous l'avez dit, après Victor Lovera finit 10e, et Jules Lapierre finit 16e. Donc, on est par équipe les deuxièmes derrière la Norvège. Aussi. Voilà, une belle journée quand même. Bravo à eux hein, pour ces 10 km libres de l'individuel. Voilà, une belle deuxième médaille pour lui. Il a été ravi. On a pu voir à la télévision hein, sur nos confrères de France Télévisions la réaction de Mathis qui vraiment est sur un petit nuage, hein, on peut dire. Oui, il l'a dit, il l'a expliqué. Il s'est préparé spécifiquement pour ces Jeux Olympiques. C'était son objectif depuis un certain nombre d'années, et encore plus spécifiquement cette année. Donc ils ont bien travaillé parce que là on peut pas arriver à ce niveau-là quand on est tout seul. Mais ça a été un bon résultat. Il a expliqué que les techniciens au niveau préparation du ski c'était hors norme. Et puis surtout une volonté hors du commun et un très beau résultat parce que il va y avoir le relais je crois en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Il y a différents relais en ski de fond et je pense qu'on a moyen, en tout cas pour les fondeurs, d'aller même chercher cette médaille d'or, pour tout vous dire. En plus, voilà, un beau moment de biathlon et on sait que les biathlons, les Français sont quand même costauds. Hein. Ils sont quand même. Non, de ski de fond, de ski de fond, pardon. De ski de fond, excusez-moi. On va y arriver. Oui, non, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que tout à l'heure j'ai regardé biathlon, du coup ça m'est resté dans la tête, hein, c'est pour ça. Voilà pour cette médaille d'argent et on espère on peut le voir ici avec cette photo hein, de l'équipe de France de ski. On va continuer avec Marc, cette fois-ci avec une deuxième, une très belle médaille. Là, on va plutôt parler de Émilien Jacquelin qui échoue à 2/10 du podium. Ouais, ça c'est en biathlon parce que là c'est on imagine je crois qu'il a un format aujourd'hui de sprint, je crois que c'est 10 km, il me semble. Oui, 10 km. Imaginez en ski de fond sur 10 km, vous échouez à 2/10 et nous en général les dixièmes c'est ce qu'on utilise, c'est ce qui nous semble le plus proche pour nous au niveau du ski alpin. À 2/10 c'est vraiment ridicule, c'est pratiquement rien. Il échoue un peu. En tout cas, je l'ai écouté, il a rien à se reprocher aujourd'hui. Après, on peut toujours dire, ah ben ouais, la côte, j'étais un peu moins bon, dans cette descente-là, j'ai fait une petite erreur, tout. En tout cas, ce qui a été le plus impressionnant, si vous avez suivi tout comme moi, Johan, c'est que, sur le tir debout, il tire à 16 secondes.
c'est absolument hallucinant. Lors d'une épreuve olympique, arriver, il l'appelle souvent le Lucky Luke, mais là, pour le coup, tu es dégainé à 16 secondes sur un tir debout, c'est carrément, euh, c'est carrément incroyable, quoi. Ouais, c'est vrai. Vraiment, vraiment, bravo à lui quand même, hein. Voilà. Mais bon, hein, c'est comme ça, c'est les chronos, hein. C'est vrai que les chronos, à moindre centième, c'est ça, Marc, hein. Ça peut vite changer, hein. Oui, ce qui est plutôt très impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, y compris dans ces épreuves-là, qui sont le biathlon, mais aussi le ski de fond, c'est qu'on arrive à se Mhm. départager à la seconde, voire au, voire au dixième. Et Mhm. j'imagine que dans peu de temps, ce sera presque au centième. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà pour Emilia Jacquelin qui échoue donc à 2/10, hein, seulement du podium. On va continuer, Marc, également avec bah oui, notre belle médaille d'or pour Quentin Fillon-Maillet. Alors j'ai regardé, oh, c'était génial. Moi, franchement. Ouais, exceptionnel, exceptionnel ce qu'il a fait aujourd'hui parce que il avait du mal à se concentrer, en tout cas à réussir notamment ses tirs touchés, parce qu'il a au niveau cardiaque et on sait que là-haut on est à 1640 mètres d'altitude, c'est quand même très très Oui, haut. c'est très haut, ouais. Et il a souvent des difficultés sur son tir couché parce que par rapport aux respirations, à un laps de temps, il est là comme un espèce de hockey. Et là, du coup, il était parfait. Il était parfait. Il a fait un 10 sur 10 au tir. Et surtout, je crois qu'il fait il fait les temps, les meilleurs temps en 6 ponts. Donc, ce qui prouve que l'ensemble de l'équipe de France au niveau des préparateurs était vraiment au-dessus du lot. Voilà, il mérite. Vous savez qu'il rentre parmi les plus grands médaillés olympiques que l'on a dans le domaine du sport, avec les médailles qu'il avait fait précédemment. Il rentre équivalent quasiment avec Teddy Riner et Martin Fourcade. Donc, et il nous reste encore quelques épreuves. Donc, il a trouvé ses ressources. Il a retrouvé, vous savez, c'est les épreuves d'un jour. Et quand vous voyez le matin, quand le pied se pose par terre, il y a des choses qui peuvent être positives et d'autres un peu moins. Et là, pour le coup, une magnifique Marseillaise. Oui, c'est vrai, très très beau, hein. On a pu voir à la télévision. Ouais. Et puis, donc le 4e titre olympique de sa carrière, hein. Ah ouais, 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 c'est énorme. C'est énorme, Mm. énorme. Je vous dis, il rentre dans la légende du biathlon. Ouais, oui, là on peut le dire, là on peut le dire. Voilà pour ces deux belles médailles pour donc la France et on espère encore de belles médailles hein, durant ce week-end, Marc. On parlera justement du programme en fin d'émission. Pour l'instant, on va parler d'un sujet ce soir. Marc, vous avez préparé un reportage ce soir. Alors, dites-nous un petit peu. Alors, hier soir, je vous avais expliqué que j'allais vous parler ce qu'on appelle des cales, qui vont sous les fixations de ski. Puis finalement, j'ai pris l'option clignotant à droite. J'ai changé d'optique parce que j'ai appelé Brice Boutelier, qui s'occupe pour la société Rossignol, il n'y a pas que s'occupe des filles, essentiellement des filles en Coupe du Monde. Mais je lui ai dit, bah tiens, on peut faire peut-être un sujet sympa. Il me dit, bah là, on est sur la chaussure de ski Ah bah. avec Gérard, l'Italien. Et donc, j'ai demandé qu'il nous fasse une petite vidéo. Après, moi, j'en ai fait une supplémentaire pour vous donner un peu la tendance et comment aussi, on a parlé hier des skis, de la préparation des skis. Et là, j'ai voulu, effectivement, comme ils étaient dispo, on va les écouter. Je pense que c'est le plus intéressant. Voilà, on va écouter justement, voilà, on peut déjà voir un petit extrait hein, du reportage réalisé sur place. Ils sont là-bas en plus. Hein. Oui, ils sont à Cortina, exactement. Ils étaient à Cortina, Cortina oui. et le monsieur que vous voyez là avec la casquette, c'est Gérard, c'est l'italien, qui s'occupe essentiellement de la chaussure de ski, qu'elle soit, on va dire pour le groupe Rossignol, mais aussi pour la Lange. Et donc, pour tous les athlètes de Coupe du Monde, il va vous expliquer. Et donc, je leur ai demandé, comme ils préparaient les chaussures, vous allez voir différents athlètes, et notamment les chaussures de Federica Brignone, qui a gagné hier l'or en super géant, et qui va maintenant se concentrer sur le géant. Et vous voyez que bah, tous les jours, ces gens-là, ils sont au boulot pour amener une correction, amener un certain confort vis-à-vis de ces athlètes de haut niveau. On les écoute et puis après, j'ai d'autres choses à vous expliquer quand même. Voilà, on écoute le reportage.
Salut à tous, salut Marco. Comme promis, on se retrouve avec Gérard, technicien Rossignol, depuis 8 années maintenant, qui s'occupe des coureurs de la Coupe du Monde, essentiellement du circuit féminin. Donc voilà, il va nous parler un petit peu des différents réglages de la chaussure, qu'est-ce qu'il fait, en quoi consiste exactement son travail. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Gérard? Bon, ouais, bonjour. Bon, un peu la base, c'est que la chaussure de ski, en gros, on a deux parties. Donc, c'est le bas de coque, donc la partie en dessous, et puis le collier. Donc voilà. Ce que je fais, moi, mon travail consiste premièrement à personnaliser la chaussure sur le pied de l'athlète. Donc, on va, selon de la forme du pied, justement, on va pousser, donc allonger la chaussure plutôt que fraiser. Donc, je ne sais pas si on peut voir, mais donc on travaille à l'intérieur pour ce qui est La partie ici, coque, voilà. c'est ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait, parce que les chaussures de course, c'est pas forcément confortable, donc les volumes sont vraiment réduits, et donc Voilà. quasiment toujours il faut travailler sur la chaussure. Très près du pied, voilà, pour une précision maximum. C'est ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Une fois que la chaussure est prête, donc on va suivre avec tous les réglages ou les micro-réglages, et donc le setup de la chaussure. Donc ça consiste à donner des angles de counting. Donc en gros, c'est l'inclinaison latérale qui est la chaussure. Donc par exemple, là on a 0,05, donc c'est une chaussure de géant. Tant qu'on a la tendance à tenir des cantings vraiment plus droit, donc 0,0 pour la vitesse, et pour les techniques, donc géant et slalom, on ouvre un peu les angles, donc on donne de l'agressivité à la chaussure. Donc voilà. Après, vous voyez des lifters ici, donc c'est des canons en plastique de 3 mm ou 5 mm. Ça aussi, ça aide pour la précision, donc plus on monte en hauteur, plus la chaussure est, disons, immédiate dans la prise de quart. Donc, par exemple, on a 3 mm. Ici, par exemple, on a une chaussure sans les lifters, donc c'est tout normal. Bon, et voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, sûrement, il y a aussi tout ce qui est l'intérieur de la chaussure, donc les chaussons. On a des chaussons normales, donc standard. On a des chaussons foam, donc c'est des chaussons injectés. Donc en gros, c'est des chaussons vides qui vont être remplis avec une mousse pour que le chausson prenne vraiment la forme. La mousse qui durcit, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et voilà, en gros, c'est un peu le système de la chaussure, c'est ça. Voilà. Combien d'athlètes à peu près tu t'occupes, toi? Bon, moi, sur la Coupe du Monde des filles, on a pas mal d'athlètes. Disons qu'au service course, hommes et filles, et même des calobés, Coupe d'Europe, on a quasiment 200 athlètes à suivre. Donc on est moi, notre collègue, et puis d'autres. Voilà, et puis les chaussures, ils les changent régulièrement dans la saison? Ça dépend des athlètes? Oui, disons que normalement, ça fait pour une discipline, ça dépend un peu, mais en moyenne, ils utilisent 2-3 chaussures pour l'année. Voilà, ok. Ouais. Donc là, par exemple, on peut voir une chaussure de Caitlin McFarlane. Voilà, et puis sinon, de Britt Richardson, Canada. Donc voilà. Merci Gérard. Merci à vous. Gérard qui nous vient du Val d'Aoste, Aosta. Donc bonjour à tous les amis du Val d'Aoste. Toujours de bonne compagnie. Allez, ciao, ciao. Ciao. Voilà pour le reportage, Marc. Voilà, on va beaucoup les remercier quand même, ils sont prêtés au jeu pour le reportage. Hein. Oui, je pense que de nouveau, vous avez appris beaucoup de choses, hein, j'imagine, Yoann, J'ai écouté comme bien. les téléspectateurs. Ce qui est très intéressant sur la chaussure de ski, c'est que c'est vraiment au niveau matériel, c'est quasiment la chose la plus importante pour les athlètes. Un athlète qui se déplace aujourd'hui, quand il est en voiture, quand il est dans un train, quand il est même dans un avion,
en bagage accompagné, ou en tout cas bagage à main, la première chose qu'il a avec lui, c'est ses chaussures de ski, pour tout vous dire. Donc, Hmm. c'est particulier puisqu'ils ont expliqué tous les deux que ils formaient les chaussures de ski et en fait c'est comme un peu c'est comme la Formule 1, c'est-à-dire que la chaussure de ski, vous l'avez vu, elle est complètement démontée. Hein. La partie Hmm. basse ça s'appelle le sabot, la partie haute ça s'appelle le collier et donc il y a des variantes de dureté aussi. Il en a pas trop parlé Gérard, mais vous avez des particularités avec des biocomposants avec des parties qui peuvent être rigides en bas, souples en haut ou l'inverse. Et j'ai imaginé les athlètes qui font plusieurs disciplines, le nombre de paires de chaussures de ski qu'ils ont, parce qu'il expliquait que là, il avait une paire de géant, mais ceux qui font du slalom ont aussi un autre format de chaussures de ski. Et l'Allemande, par exemple, Emma Escher, qui fait les 4 disciplines, vous imaginez l'armada de ski qu'elle a, mais le nombre de paires de chaussures de ski qu'elle a aussi avec elle. Ça va être impressionnant, hein, ça va être un sacré trouvaille hein, dedans. Hein. Alors plein de sortes de. Puis c'est toutes les mêmes chaussures ou elles sont toutes différentes? Alors, en général, il y a des duretés différentes, c'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui utilisent des duretés plus importantes, c'est-à-dire que on va parler par exemple des filles, elles sont sur des duretés. Alors, c'est des chiffres, hein, des chiffres qui sont Hmm. annoncés, c'est des duretés de 150, de 130, avec des monocomposants, des bicomposants, c'est-à-dire que le produit a une réactivité différente, et ça, c'est vraiment on individualise pardon la chaussure de ski avec tous ces paramètres dont il a parlé. Et c'est ça qui est, je dirais presque, on nous parle souvent des skis, vous savez, des skis avec les nouvelles côtes, mais comme on dit, quand on est bien dans les pompes, on est bien dans la tête. Et chez un athlète de haut niveau, et chez un champion ou une championne, ça, c'est vraiment la chose la plus importante que l'on a. Et vous voyez, Britt Richardson, qui a été championne du monde junior et qui va participer aux géants après-demain, il travaille déjà sur ses coques. Vous avez aussi Kathleen Matpalen, qui va faire aussi une somme spéciale pour la France. Il travaille aussi sur des coques, parce que de temps en temps, vous avez une petite douleur, vous avez un point délicat, vous avez différentes modifications à faire en fonction aussi de la discipline que vous allez avoir. D'accord, voilà pour ces explications de ces chaussures. On peut voir encore une petite vidéo à côté hein, du reportage. Alors Marc, vous également, vous allez donc nous expliquer cette chaussure justement. Oui, je vous ai fait une vidéo avec mon ami Jean-Jacques Rey. Je vous ai fait une vidéo plus spécifique pour vous expliquer un peu plus. Là, vous avez évidemment la tendance. Là, ils sont à Cortina, hein, ils préparent les athlètes. Euh, donc, vous imaginez qu'un athlète, même une fille, va se retrouver pratiquement avec 5, 6, 7, 8, 10 paires de chaussures, pardon. Et là, regardez ce que je vous ai concocté et on en reparle après. Pour vous Voilà, expliquer un peu plus en détail. voilà, on regarde le reportage de Marc. Ski, là, c'est une chaussure japonaise, la marque Rexam. Donc là, c'est pour vous présenter aussi, compléter. Là, vous avez, moi j'ai les deux trous, c'est des vis je les ai enlevés pour assouplir beaucoup plus le collier vers l'avant. Là, vous avez ici le réglage intérieur, c'est ce qu'on appelle pour le réglage. Vous pouvez régler ce qu'on appelle le canting, cette inclinaison du collier qui peut aller soit vers l'extérieur, comme ils en ont parlé, soit vers l'intérieur. Même chose, donc vous êtes obligé de régler et à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Des crochets avec réglage micrométrique. La partie arrière, le talon, ben vous avez une plaque métallique qui a la particularité de rigidifier, tout comme l'avant de la chaussure. Ça permet, quand vous enclenchez la fixation, de ne pas abîmer trop le plastique sur la partie supérieure. Et là, la partie inférieure, chez les athlètes, vous avez ce qu'on appelle ces plaques-là, qui sont plastiques et qui ont la particularité de recaler aussi la chaussure de ski sur sa base essentielle. Voilà, là c'est le strap en haut qui permet de tenir bien le chausson le plus possible au niveau de la coque. Voilà le type de chaussure et de petits détails que l'on peut avoir. Voilà Marc, pour votre explication sur cette chaussure. Oui, bah après le tout, c'est mon quotidien. Est-ce que vous avez pu bien comprendre Oui. les subtilités de la chaussure, Johan?
Vraiment au détail près, hein. C'est quand même c'est très intéressant. Oui, Voilà, oui, oui. oui, c'est de la Formule 1 là, hein, comme je vous ai dit. Euh, Souvent, en tout cas pour l'ensemble des skieurs, encore une fois, il faut vraiment porter beaucoup d'attention sur la chaussure de ski parce que c'est ce qui vous permet d'être dans une position que je considère plus ou moins idéale pour avoir après travailler sa technique. La technique ne peut pas être suffisamment bonne si vous n'êtes pas suffisamment bien, comme on peut appeler dans un jargon technique, bien calé dans vos chaussures, bien précis dans vos chaussures, pour avoir, moi en tant que technicien, si les gens n'ont pas une section de ski suffisamment importante et suffisamment bien dans leurs chaussures de ski, d'amener un élément technique quand on n'est pas suffisamment bien posé, comme on dit dans ces chaussures, ça n'a vraiment aucun intérêt. En tout cas, en ce qui me concerne. Voilà pour donc ce reportage très intéressant. Ces deux reportages réalisés par vos amis du côté de Milano Cortina et puis avec Marc qui a fait également ce second reportage. Alors les questions commencent à arriver. Marc, oui, ce que là j'ai en train de voir défiler, on va dire voilà un petit commentaire de Marcel Gical qui nous dit génial ce que vous faites. Voilà, oui, merci. Voilà, vous pouvez dire ça à Marc qui justement merci beaucoup pour ce commentaire très sympa. On va continuer également aussi avec un autre reportage, des infos toujours intéressantes, voilà, mais également de la part de Michel Marin qui nous regarde également depuis l'Allemagne. Et oui, on nous regarde depuis l'Allemagne avec Eike Arl. Je pense que ça se prononce depuis l'Allemagne. Voilà. Bonsoir à toute l'Allemagne qui nous suit en direct en ce moment même. Alors, on va quand même passer aux questions, Marc, avec la toute première question de Bob Toussaint. Voilà, merci également, c'est bien ce que vous faites. Voilà, encore un autre commentaire qui est arrivé. On explique à corps et à cri qu'il y a un fort risque d'avalanche, et de 30 mm après l'ouverture des remontées. La montagne est tracée de partout. Comment responsabiliser les skieurs, les professionnels? On en parlait hors antenne juste avant. Oui, vous avez évoqué cette avalanche sur le domaine de Val d'Isère. Ce qui est absolument incroyable, je crois que pendant les 20-25 dernières années, c'était très heureux de voir qu'enfin on pouvait mettre le risque maximum. Et je pense que les préfets doivent prendre un peu plus de responsabilité pour imprimer davantage des risques maximum pendant pratiquement tout l'hiver. Il y a beaucoup trop de, à mon avis, on est souvent un petit peu en dedans. On l'a vu hier, c'était des annonces qui étaient nationales sur toutes les télévisions françaises, partout. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et souvent, on en a parlé de la sécurité. C'est pas d'aujourd'hui, rappelez-vous, avec Philippe de Paris. Moi, je suis révolté de voir que, avec la météo qu'on a eue hier et qu'on a eu avant-hier, avec le vent en altitude, que les gens, y compris les professionnels, sortent hors piste. Moi, j'ai pas de réponse à vous donner. C'est de l'inconscience absolue. Pour moi, c'est de l'inconscience absolue. Le problème, c'est que il y a des nuits. Là, aujourd'hui, on a 3 morts sur un groupe de 11 avec un professionnel. Alors, moi, je ne sais pas du tout qui c'est. Globalement, j'allais dire, je m'en fous. C'est que d'arriver à des situations pareilles, quand on connaît la dangerosité de la montagne, je n'ai pas de réponse à ça. Et vous avez vu, vous entendez dans ma voix, je suis en colère de voir qu'aujourd'hui, il y a un nombre incalculable de gens qui se sont permis d'aller hors piste. Alors, il y en a que 3, mais c'est hallucinant de voir ça. Il va falloir que nos institutions et que les lois soient beaucoup plus intransigeantes, parce que c'est déjà 3 de trop. C'est déjà 3 de trop. J'imagine les gens qui vont dire à la famille que la personne est restée sous l'avalanche et puis que c'est terminé. La vie s'arrête aujourd'hui. Et moi sincèrement, on est dans un monde complètement hallucinant sur des valeurs soi-disant de liberté. La liberté s'arrête aussi quand on a liberté pour les autres. Et aujourd'hui, je me mets à la place des sauveteurs, je me mets à la place des responsables des stations. Moi, sincèrement, alors, j'ai pas de réponse à vous donner, si ce n'est que vous savez, le jour où on va vous appeler, le jour où, tout comme moi,
il y a quelques années de ça, à Megève, j'ai sorti 3 gamins de 18 ans qui étaient violés et qui étaient cassés en 1000 morceaux. Je peux vous dire que ça vous refroidit pour un certain moment. Hein. Et pensez, on voit qu'il y a de plus en plus d'accidents hein, justement dans les montagnes. Alors pourquoi justement les pouvoirs publics, on voit que bon, on dit toujours que la France est immobile. C'est un peu vrai. Bon, il n'y a pas que la France. Il n'y a pas que la France. Ouais. Faut quand même pas se cacher parce que l'Italie est sur les mêmes feux, la Suisse, l'Autriche, ils ont eu des avalanches il n'y a pas si longtemps que ça. Et Dieu seul sait que les Autrichiens ne rigolent pas non plus. Hein, vous ne pouvez pas sortir. Vous voyez sur l'article, ah oui, ils avaient les équipements. Mais vous croyez sincèrement que d'avoir le harva, la sonde et la pelle, ça va vous permettre de rester en vie. La preuve en est encore aujourd'hui, on en est, je crois, passé à 27 morts en France depuis le début de la saison. Qu'est-ce que je voulais que je vous réponde à ça Moi, je ne comprends pas, l'ensemble des gens qui ont une méconnaissance totale de la montagne, mais encore plus de voir qu'aujourd'hui, il y avait encore un professionnel là-dedans. Donc, moi, j'ai pas de réponse à vous donner. Je ne comprends pas aujourd'hui, avec le 5 sur 5 qui est annoncé, qu'on puisse se permettre d'aller hors piste, puisqu'il n'y a pas de... Vous savez, on parle des degrés. On dit à 33 degrés, en dessous de 33 degrés, on n'a pas de risque. Mais vous savez quoi? Je dirais presque mon cul à balayette. Désolé de vous utiliser ces mots-là. C'est totalement hors du temps pour moi. Hors du temps. Ouais, c'est vrai qu'on en parle très souvent hein, avec Marc dans notre rubrique sport et les avalanches elles se sont succédées hein, durant ces derniers mois, mais vous voyez que en fait que les Français sont de plus en plus inconscients en fait. Bon, il n'y a pas que les Français, parce que les gens qui se déplacent comme ça, ouais. on a beaucoup aussi d'étrangers qui viennent dans le domaine pour aussi de se dire tiens on va pouvoir pratiquer le ski hors piste et on va pouvoir se faire plaisir. Aujourd'hui quand vous allez dire à certaines personnes de la famille que quelqu'un de votre famille est resté sous une avalanche, je pense que le risque est cher payé quand même. Donc encore une fois, ça met aussi l'espace de liberté, mais aussi en danger l'ensemble des professionnels de la montagne. Et c'est ça qui est important de mettre en avant, c'est que votre liberté et la liberté qu'on peut avoir en imaginant qu'on va faire du ski hors piste, elle n'est pas non plus que vis-à-vis de vous, mais il y a aussi beaucoup de gens derrière qui en subissent les conséquences. C'est ça, oui. C'est ça le problème. Voilà donc grande prudence, même durant ce week-end, même si la météo s'améliore un peu, on va pas non plus dire qu'elle s'améliore beaucoup, il va falloir être très prudent également ce week-end hein, en montagne. Avec les avalanches également. Mais partout, Johan, partout. Il y a pas de site. Vous avez vu à vos amis hier, je crois qu'il y a une avalanche qui est partie. Elle n'est pas passée loin du village. Vous avez eu des routes comme Cluny, Val d'Isère et bien d'autres qui ont été coupées, qui ont été interdites, et que les gens vont skier hors piste. Mais c'est de l'inconscience totale. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'on devrait interdire une question hein, qui est revenue hier, hein, que j'ai vu à la fin, qu'on n'a pas eu le temps de dire. Est-ce qu'il faudrait interdire le hors-piste? Je crois pas sincèrement. Je crois pas. Ça reste quand même l'espace de liberté. En tout cas, il faut essayer de s'inspirer. Maintenant, ça fait partie de notre milieu de la montagne, milieu montagnard. Vous savez, je pense qu'il faut. Mais encore une fois, l'historique. Et vous savez, on dit souvent, ouais, les anciens, ils nous emmerdent, ils nous font chier, machin. Ouais, le gars, il nous parle de son époque. Ouais, d'accord. Mais moi, j'ai 64 ans, Johan, je vous l'ai déjà dit. J'ai toujours appris de la montagne que quand il y avait des chutes de neige, on attendait que la neige et que le système se stabilise. Il a neigé hier. Beaucoup. Il y a eu des températures incroyables. Il y a eu du vent en altitude. Et que le lendemain, on part la fleur au fusil hors piste. Je sais pas. C'est comme si vous arrivez avec des pneus d'été sur les massifs montagneux et prendre les routes avec des pneus d'été. Pourquoi pas. Voilà, par rapport à la question à Bob, tout ça, on voulait revenir justement sur cette actualité d'aujourd'hui, justement avec cet extrait de l'article
de nos confrères de ici, Pays de Savoie. On va continuer, Marc, avec la deuxième question. Selon vous, le plus important est la mise au point de la chaussure ou la sélection du ski? Je viens d'en répondre un petit peu. Hein. Alors, Mmh. merci à Pierre de revenir en arrière sur le. Bon, on avait l'actualité aujourd'hui avec la question qui était juste avant. Mais sincèrement, pour moi, la priorité technique, je vais me répéter pour la 1e fois, c'est la chaussure de ski. On ne peut pas travailler techniquement, sereinement, quand on est un professionnel, qu'on enseigne ou qu'on entraîne, si les gens ne sont pas suffisamment bien posés dans leurs chaussures de ski. Je crois que là, il faut être clair là-dessus. Mmh. Voilà pour la réponse. Moi, c'est clair. Pierre, voilà, il doit sûrement nous regarder. Voilà pour justement par rapport à cette question. Merci à Pierre. Une autre question également très intéressante qui va revenir peut-être un petit peu sur les sujets qu'on parle souvent. Ne faut-il pas que les professionnels de la montagne, quand ils sortent des balisages et qu'ils sont pris dans une coulée, n'aient plus le droit de travailler? Oui. Alors là, pour le coup, j'en suis intimement convaincu. C'est-à-dire qu'il faut prendre des sanctions. Des sanctions. Nous avons, moi j'ai les diplômes pour aller hors piste, je ne vous cache pas, mais je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que j'ai trop d'amis des professionnels de l'enseignement, de l'entraînement qui sont restés, et parmi les plus grands aujourd'hui, qui sont restés dans les avalanches. Moi, j'ai eu la chance de passer au travers avec mes amis Michel Canac, un ancien slalomeur, et Daniel Mougel. On avait fait, on va dire connerie sur connerie. On est passé au travers. Quand vous allez sur une avalanche et que vous êtes appelé en secours et que vous sortez des corps, je vous dis pas dans quel état, ça vous calme pour un moment. Je pense qu'il faut être à peu près au même niveau qu'on a au niveau maintenant de la circulation, parce que on voit le nombre de morts encore sur les routes en France, et que je pense que quand il y a une erreur professionnelle, il faut-il encore la prouver, mais quand il y a une erreur, à mon avis, il faut sanctionner. Il faut sanctionner, et ça me paraît être important. Il faut être capable aussi de faire du préventif, parce que le curatif, ça me paraît, aujourd'hui on voit le curatif, mais il faut être capable de faire un peu plus de préventif dans tous les domaines, et notamment dans le domaine de la formation. Voilà. Par rapport à cette question sur YouTube, voilà pour les questions pour le moment. J'en avais une justement de questions, Marc. Justement dans cette période où en Cuba il fait chaud, chaud. D'où ensuite des grands moments de neige comme on a eu hier. Quel conseil donnerez-vous justement à ceux qui arrivent là? En plus, demain, on attend plus de 240 000 véhicules qui vont circuler, notamment du côté de la Maurienne. Justement, quel conseil donnerez-vous à ces gens qui vont se rendre dans les stations durant ce week-end, puis aussi ceux qui vont rester toute la semaine prochaine pendant les vacances scolaires? Oui, j'ai vu ça, des chiffres hallucinants, Johan. Vraiment, le nombre de véhicules qui vont passer entre la Maurienne, la Tarentaise, voire peut-être au niveau de la Savoie, en tout cas la Haute-Savoie. On en parle souvent, on en a souvent parlé. Vous savez, c'est pas parce que vous avez vu des traces devant vous, c'est pas parce que la personne a sauté du balcon que vous allez sauter du balcon. Je pense qu'il faut avoir un peu de sagesse dans la vie, et ça fait partie de l'expérience. D'imaginer que ça n'arrive qu'aux autres, je pense qu'il faut avoir un peu plus d'humilité que ça. Et encore une fois, il faut être capable de se renseigner. Et je ne cesse de le répéter, les personnes qui peuvent le mieux vous renseigner sur les risques, sur un itinéraire qui peut être raquette, qui peut être randonnée, qui peut être aussi hors piste, puisqu'on voit que c'est tout ce panel-là qui aujourd'hui arrive dans nos stations de sport d'hiver. Allez voir la sécurité des pistes, téléphonez, renseignez-vous. Ça ne coûte rien, ce n'est pas payant. Donc la première chose, la particularité, moi quand je vais en Autriche, ou quand les Autrichiens viennent chez nous, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des professionnels qui connaissent parfaitement le domaine, et encore on voit que ça amène certaines dérives, mais que il faut être capable de se renseigner d'une manière la plus cohérente possible. Et les seules personnes, pour moi, qui vont pouvoir vous donner une réponse par rapport
a notamment ce problème de ski hors-piste et tout ce que ça comporte, ce sont les domaines dans tous les domaines en France et dans le monde. Vous avez aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle les ski patrol. En France, on appelle la sécurité des pistes. Il y a un numéro de téléphone. Il y a des endroits spécifiques dans les domaines. Allez, prenez le temps de vous renseigner. Ça évitera quand même certains drames, je dirais presque. Voilà, donc voilà les conseils vraiment pour ceux qui vont donc se rendre dans les stations ce week-end puis la semaine prochaine. On attend beaucoup de monde, donc grande prudence pour également aussi renseignez-vous. N'hésitez pas, hein, les professionnels des stations sont là pour ça. Oui, spécifiquement, j'entends bien la sécurité des pistes. La sécurité des pistes qui est là, qui, elle, est la première sur le terrain, qui doit, vous entendez souvent le matin, des tirs, qu'est-ce qui se passe? Ils déclenchent des avalanches. Oui. Ce sont eux qui mettent le maximum d'efforts pour avoir un plus grand nombre de sécurité sur les pistes de ski. Et donc, ils ont la connaissance parfaite de leur propre domaine. Voilà. On va continuer avec Bob Toussaint, justement. Ne faut-il pas aussi responsabiliser le directeur de l'école de ski et même tous les collègues d'un moniteur fautif afin de pousser tout le monde à éviter les erreurs? Ouais, je pense qu'il a raison, Bob Toussaint, il a tout à fait raison. C'est qu'aujourd'hui, vous avez différentes écoles de ski, hein. Vous en avez beaucoup, hein. Je crois qu'à Val d'Isère, ils en ont pratiquement 18 différentes écoles de ski. Oui, je pense qu'il faut responsabiliser. Par contre, il faut sanctionner aussi d'une manière cohérente et éviter toutes ces dérives. Moi, aujourd'hui, quand j'entends qu'il y a des gens qui se font coffrer, comme on dit dans notre jargon, et qui étaient un professionnel, je ne comprends pas aujourd'hui qu'avec le 5 sur 5, un professionnel puisse aller hors piste. On en a parlé, ouais. C'est vrai. Voilà. On en a parlé. Donc voilà, après, en tout cas, ça n'engage que moi et je suis clair par rapport à tout ça. Et il faut aujourd'hui que les préfets, en tout cas, vous avez vu que les préfets ont quand même pris des décisions pour interdire. Ils avaient interdit le ski hors piste, ils ont recommandé le 5 sur 5, mais vous voyez que malgré ça, ça n'empêche pas les dérives. Voilà. Voilà pour par rapport à cette question de Bob, tout ça. Puis également une autre question de Pierre, la toute dernière, des traceurs GPS sur chaque skieur avec des alertes sur les zones dangereuses existent. Le pro serait prêt pour accueillir cette solution. Les pros, il y a eu des discussions là-dessus. Il y a des gens qui sont inspirés de ça, qui sont des spécialistes, en l'occurrence de télécommunications. J'ai le souvenir d'avoir avec Pierre d'avoir discuté avec les grandes sociétés officielles de télécommunications et notamment vous savez, vous avez un sponsor des Autrichiens qui s'appelle A1 et donc c'est de la télécommunication et c'est des gens qui sont inspirés en se disant que effectivement il y a moyen d'avoir des signaux d'alerte qui peuvent être centralisés parce qu'aujourd'hui le monde moderne amène je dirais une certaine évolution à ce niveau-là pour pouvoir. Alors c'est un coût évidemment, mais ça veut dire que par exemple si vous aviez un groupe, même chez les enfants, vous avez un groupe de deuxième, troisième étoile ou plus, et que vous êtes avec eux et que si le gamin il part sur une autre piste, vous êtes obligatoirement signalé. Ça, oui, je pense que ça devrait évoluer, tout comme le hors-piste. On est bien d'accord. Voilà, ces traceurs GPS avec la technologie d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses, hein, ça c'est vrai. Et bon, ils vont encore inventer d'autres choses dans les prochaines années. Hein. Non, mais moi j'ai vu les démonstrations, c'est absolument hallucinant. Ouais. Après, évidemment que c'est un coût, évidemment que c'est des décisions, évidemment que c'est des choses très précises, mais ça me paraît, en tout cas, ça va devenir à mon avis un sens incontournable par rapport à toutes ces dérives. Puisqu'on parle quasiment de dérive, que ce soit autant pour un professionnel que pour, j'allais dire, l'ensemble des skieurs, qui aujourd'hui, malheureusement, il y a eu une avalanche avec un professionnel, mais il y a eu d'autres gens qui se sont aventurés, sachant qu'il y avait un risque maximum. Voilà, par rapport à justement
ce qui s'est passé à Val d'Isère. Voilà pour ces questions très très intéressantes ce soir, hein. On continuera lundi, hein, de nouveau à vous proposer donc ce genre de questions-réponses, hein. Marc, il répond en direct, vous dit un petit peu son avis également. Il s'exprime aussi sur l'actualité, hein, des fois très lourde au cœur de nos montagnes, Marc, hein. Oui, 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 oui. Et encore une fois, soyons clairs, hein, Johan, hein, c'est trop facile de taper sur la tête des gens, sur les gens, mais ça ne concerne pas que la France, ça concerne l'ensemble du monde de la montagne, l'ensemble, hein, parce que les solutions, ben, on essaie de les trouver plus ou moins, je dirais direct. Après, on a quand même ce problème récurrent quand on a une dangerosité absolue, absolue sur déjà d'être sur des domaines qui sont en théorie préparés. On a recommandé, il y a les stations ont fermé parce que il y avait aussi une dangerosité d'avoir des avalanches qui pouvaient arriver en amont. Donc, et quand il y a déjà ce phénomène-là et que les gens se permettent d'aller hors piste, vous savez quoi? Le débat est lancé. Le débat est lancé. Bah, tout à fait. Voilà, on en reparlera bien entendu, Marc, hein, de cette actualité. On peut regarder le programme de demain, samedi 14 février. C'est la Saint-Valentin. Ouais, ça déjà un peu plus joyeux. Demain, c'est la Saint-Valentin, mais Ouais. c'est aussi les JO qui continuent durant tout ce week-end, notamment avec ce programme. Vous pouvez voir à côté sur ce tableau en digital, notamment le ski slalom géant homme qui se déroulera, les manches 1 et 2 qui se déroulera de 10h à 13h30. Ensuite, vous aurez du ski acrobatique boss parallèle filles jusqu'à la finale à 10h30, à 11h, à 11h20, à 11h35, à 11h45 et 11h47. C'est très précis, hein. Donc notez, on a fait ça bien. Et puis à partir de midi également du ski de fond relais, hein, 4 fois 7,5 km, hein, c'est ça, Marc. Et ensuite Oui. à midi 10, 16h40 et 21h10 du hockey. Puis ensuite vous avez du biathlon aussi de nouveau à partir de 14h avec le sprint filles cette fois-ci, du patinage vitesse également à 16h et à 17h, et puis à partir de 17h30, 18h45 et 20h05 du saut à ski individuel grand tremplin. Ça c'est vraiment génial, j'adore ça. Et puis également du ski acrobatique aussi, hein, le Big Air à 19h30, à 20h15 et à 21h avec les manches 1 et 2 et 3. Et puis enfin, ça se terminera la journée avec du patinage vitesse, hein, qui s'est déroulé cet après-midi. Ça continue demain. Piste court de 1000 mètres, 3000 mètres, relais filles et 1500 mètres en hommes. Voilà pour le programme demain. Ça, c'est que Ouais, samedi, hein. sacré programme demain. Sacré programme pour la Saint-Valentin demain. Oui, oui, un sacré programme. Les géants hommes, où le Suisse Odermatt fait partie des favoris. On a Léo Angno, on a Canaferina qui sera aussi au départ, le plus jeune. Donc on espère, vous savez, c'est une course d'un jour. On a vu tellement de surprises depuis que les Jeux Olympiques. Donc vous savez, vous comptez les points, vous comptez les médailles quand la course est terminée. Moi, je reviendrai sur le 10 000 mètres aujourd'hui du patinage de vitesse, où encore une fois, Timothée, notre Français, qui était là, parce que j'avais une médaille en patinage de vitesse, et il finit 4e à très peu du podium. J'ai vu sa grande déception. J'ai suivi l'épreuve. Il va se remettre au boulot, mais c'était encore une fois un Français qui était là pour jouer les médailles. Voilà. Voilà, donc ça c'est le programme pour demain samedi. Puis ensuite vous avez le programme pour dimanche 15 février qui commencera à 9h avec du ski alpin slalom géant femme. Ça sera à 9h, à 14h05, à 19h05. Ah non, ça c'est pour le curling, pardon. Ça sera à 10h, à 13h30 pour le ski alpin slalom. Et ensuite, vous avez du bobsleigh à 10h et à 11h47. C'est très précis leurs horaires, hein. Et puis à 10h30, 11h, 11h20, 11h35, 11h45, 11h47 du ski acrobatique boss et parallèle. Oui, comme quoi c'est
Puis après, il y a biathlon quand même, dimanche à 11h15, avec le 12 km 5 poursuite homme qui se déroulera, et également du ski de fond relais 4 fois 7,5 km à midi. Et ensuite, vous aurez du hockey à 12h10, à 16h40, à 19h10 et à 21h10. Du snowboard également aussi à 13h45, 14h15, 14h35 et 14h40. Et puis, vous aurez du biathlon de nouveau, poursuite avec le 10 km femmes à 14h45. Et puis du patinage vitesse aussi à 16h et 17h03. C'est vraiment. Et puis à 17h30, vous aurez du saut à ski grand tremplin pour les filles, également aussi à 18h45 et à 20h05. Et puis du skeleton équipe mixte également, qui sera à partir de 18h, puis du ski acrobatique Big Air cette fois-ci, homme, avec la manche 1, 2 et 3 à 19h30 et 20h15, puis ensuite du patinage coupe-court à 19h45. Voilà, tout ça à suivre. Pour ceux qui donc veulent tout regarder, c'est sur les chaînes de France Télévisions et Eurosport. Voilà. Ouais, il y a un sacré programme là-dessus. Téléthon, alors pour ceux qui ne le savent pas, vous savez, vous avez la luge, vous êtes assis sur une luge avec le dos en arrière, et le Téléthon, J'ai vu vous avez ça. la tête vers l'avant. Ouais. Vous avez vu ça? Impressionnant. C'est très spectaculaire. Impressionnant. Très Ouais. impressionnant. Très impressionnant. Donc, il y a autant les femmes que les hommes. Il y a d'ailleurs eu une épreuve, là, il y a aujourd'hui. Mais bon, oui, il y a un sacré programme pour ce week-end, oui. Voilà, donc voilà tout ça à suivre. Et puis on en reparlera dès lundi avec Marc. Et puis on débriefera tout ce qui s'est passé durant le week-end. Et ça va être bien chargé. On espère des médailles, Marc. Alors, pour samedi et dimanche, vous pensez les médailles? Oui, évidemment, ce serait manquer de réalisme de ne pas penser, parce qu'en géant, tout est possible. Vous savez, en tout cas chez les hommes, avec nos jeunes Français, moi j'y crois beaucoup. Et puis derrière, vous avez encore une fois le ski de fond et le biathlon, qui est quand même aujourd'hui, il nous ramène déjà un certain nombre de médailles. Donc oui, il y a tout pour. Il y a tout pour avoir remporté des médailles. Voilà pour ce programme avec ces JO qui continuent encore tout au long de la semaine prochaine. Nous on sera là avec Marc tous les soirs dans le 19h de la place du village. Voilà pour cette édition de ce vendredi 13 février. On va remercier beaucoup Marc d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Oui, alors on fait pas de sujet demain soir pour les JO. Johan, c'est vous qui prenez le repos ? Ce week-end, je peux pas ce week-end, je suis désolé. Demain, je peux pas. Bon, demain, je passerai le relais avec les frères de Paris, alors. Si vous en trouvez un des deux, n'hésitez pas. Je pense que Philippe, on va essayer de trouver un créneau. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ce week-end, pas de 19h. On se repose quand même. On a quand même des choses à faire. Mais on revient lundi. Vous serez là lundi, oui, toute la semaine. Attention. Oui, je vais faire mon maximum. Vous le savez très bien. Oui, il a toujours fait le maximum toute la semaine. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Et puis vous pouvez revoir toutes les rubriques des Jeux Olympiques de cette émission sur Facebook, sur YouTube, également sur TikTok. Vous pouvez revoir en replay, en haute définition. Et dès lundi, l'émission sera diffusée en 4K. Si vous avez une télévision, vous allez voir, ça sera encore, on va en voir encore mieux Marc, je pense. Donc dès lundi, l'émission du 19h va passer en format 4K, donc c'est encore meilleure qualité. Expliquez-moi, alors là, là, autant je vous parle de technique du ski, mais alors là, je suis perdu, ça veut dire quoi 4K? Alors 4K, c'est la 4e dimension au niveau de l'image de la télévision, sur une télé, je parle, attention, c'est pas un téléphone. D'accord. Ça veut dire que là l'émission est diffusée en 1080p et dès lundi, ça sera en 4K, donc c'est-à-dire c'est le nouveau format au niveau de la vidéo qui est au-dessus. Maintenant, il y a même le 8K qui existe, mais bon, il est en cours de développement, c'est pas encore. Mais là, dès lundi, la régie qu'on a passe en 4K, donc dès lundi, donc c'est un petit peu nouveau et vous verrez la différence, comme France Télévisions, où leur chaîne est diffusée en UHD, c'est du 4K. Si vous avez une télévision, c'est du 4K. Voilà. Ça veut dire que pour nous suivre, on a un écran de télévision, on peut être sur la chaîne YouTube par exemple, et être en 4K, si j'ai bien compris. Si vous avez une télévision équipée, bien entendu. Voilà.
D'accord, ok, d'accord. Voilà, avec voilà, faut que l'écran télé soit en 4K et voilà, ça détecte automatiquement. Puis YouTube, voilà, il détecte donc automatiquement également, car la régie produit justement l'image en 4K pour pouvoir diffuser sur YouTube, et YouTube reconnaît justement le 4K. Et je crois même que ça marche aussi sur Facebook maintenant. Il commence aussi un petit peu à changer le format. C'est le progrès. Voilà, et puis comme la télé, hein, France Télévisions, c'est diffusé en UHD depuis les JO l'année dernière, hein, où on voit une grosse différence au niveau de l'image. Voilà. Merci, j'ai appris quelque chose. Bah voilà, c'est le cours de technique. Bah voilà, chacun son cours, voilà. Bah merci Marc d'avoir été avec nous toute cette semaine. On va se retrouver dès lundi. On va tout débriefer de la journée de samedi et de dimanche avec Marc. On espère, on croise les doigts pour les médailles, pour ces JO pour l'équipe de France. Voilà, merci beaucoup Marc. Bon week-end. Bon week-end. Alors, je dis quand même, hein, pour demain et après-demain, je vais vous faire quelques petits sujets pour analyser un petit peu personnellement, parce que je ne serai pas là, pour donner un Voilà. peu la tendance des résultats quand même. Voilà les petites vidéos de Marco, hein, qu'on pouvait retrouver sur toutes les plateformes. Il en a publié une tout à l'heure, donc vous pouvez le retrouver également, ces petites vidéos de Marco, ces petits réels de 3 minutes, mais qui sont toujours très intéressants. Voilà. Merci Mais, Marc d'avoir été avec nous. merci Johan, Et bonsoir à tous, et puis on se retrouve dès et lundi dans cette émission. pas de problème. Avec grand, Voilà. grand, grand plaisir. Voilà, belle soirée, bon week-end, et à lundi Marc, merci d'avoir été avec nous. Voilà pour ce journal des Jeux Olympiques en ce vendredi 13 février. Cette émission est à revoir, vous le savez, en replay dès demain sur l'ensemble des plateformes de la Place du Village. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bon week-end.